Premièrement, je pense faire les bonnes choses de la bonne façon, au bon moment, avec une économie de moyens probablement, en vue de délivrer le résultat attendu, un résultat conforme aux objectifs. En fait, on est performant, dans l'absolu c'est difficile, c'est plutôt par rapport à un référentiel. Donc aujourd'hui on peut parler de performance essentiellement par rapport à est-ce que je suis dans l'objectif fixé ou pas. Et dans l'objectif fixé, est-ce que j'obtiens l'objectif avec une économie de moyens? Est-ce qu'on parle de performance individuelle ou de performance collective? Je pense que les deux doivent être pris en compte, parce que dans une entreprise, on peut avoir des gens qui individuellement sont très performants, mais on est dans des processus qui sont en général collaboratifs, qui nécessitent l'intervention de plusieurs personnes. Est-ce que la performance collective est à la hauteur des performances individuelles ou réciproquement? C'est un sujet qui est à creuser aussi. Est-ce que c'est une performance de court terme, une performance de long terme? Quand on regarde un horizon temporel de l'année, on essaie d'évaluer la performance de nos collaborateurs, des équipes et de l'entreprise sur est-ce qu'on a atteint les objectifs de l'année, c'est la production. Mais est-ce qu'au cours de l'exercice, on a aussi soigné notre capacité de production des années futures? Donc en permanence, est-ce que nos investissements, est-ce que nos arbitrages nous permettent de préparer le futur? Dit autrement, est-ce que pour obtenir les résultats de l'année, on n'a pas sacrifié le futur? Est-ce qu'on n'a pas coupé dans les investissements? Est-ce qu'on n'a pas surexploité nos ressources? Est-ce qu'on n'a pas usé nos collaborateurs? Est-ce qu'on a continué à les former? Vous savez qu'on a toujours différents leviers pour agir, pour essayer de faire illusion. Est-ce qu'on parle de performance à l'interne de l'entreprise? Est-ce qu'on mesure la performance en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire vis-à-vis des clients, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des salariés, on est encore dans l'entreprise, vis-à-vis des institutions ou de la collectivité en général autour? Je pense que c'est des questions qu'on peut se poser. Tout dépend du niveau. Quand j'étais jeune à l'école, à Romans, c'était de gagner le cross du collège. Ça, c'était pour moi mon niveau de performance. Pour moi, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, niveau de performance, ça va être des joueurs de très haut niveau qui soient présents le jour J et qui soient capables non seulement de gagner des matchs internationaux, mais d'être constants au très haut niveau, une tête bien faite, en étant un compétiteur hors norme, parce que ça ne sert à rien de s'entraîner comme Tarzan et de jouer comme Jeanne. Les grands joueurs, c'est ceux qui sont bons le jour J dans les grands matchs. Ce qui est horrible, voilà, c'est les starlets. Il ne faut pas de starlets. Il faut 2-3. Je n'aime pas la star, parce que la star, pour moi, c'est l'équipe. Mais il faut 2-3 joueurs qui sont capables de faire des différences, des match winners. Et après, des très très bons professionnels qui veulent toujours s'améliorer, toujours progresser avec un objectif qui doit être dans 4 ans en Angleterre. Parler de la performance, c'est à la fois naturel et je dirais délicat. Naturel parce qu'on est dans un monde de compétitivité et on doit nécessairement être performant. Il faut se dépasser tous les jours. Il faut convaincre. Il faut apporter la satisfaction à ses clients. Il faut aussi travailler à ce qu'il y ait un équilibre général dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est partout, tout le temps là, la performance. Et puis je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut manipuler avec beaucoup d'attention, parce que la performance, c'est aussi prendre des gens et les amener d'un point A à un point B, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et la performance, ça peut être aussi vécu quelquefois comme de la pression. Donc pour moi, la performance, c'est nécessairement le dépassement. Mais il y a un terme que je vais rajouter juste derrière le terme de dépassement. C'est un dépassement qui est nécessairement collectif. Parce que je crois qu'une bonne manière d'avancer ensemble et d'être performant, c'est de l'inscrire dans quelque chose de collectif qui va être à la fois rassurant pour les gens, structurant, et qui va permettre d'éviter de pointer du doigt celui qui, en tout cas, est un peu moins performant que les autres. Parce que si on est performant ensemble, il y a des niveaux de performance qui sont différents dans le groupe. Et l'idée, je crois, c'est toujours de partir d'un point A à un point B et d'arriver ensemble sur la ligne d'arrivée. On va dire dans le rugby qu'on a connu avant, le résultat de la performance, c'était une troisième mi-temps énorme entre joueurs et la convivialité et la sensation d'avoir renversé des montagnes collectivement. Ça existe toujours, mais maintenant c'est devenu leur métier. Donc automatiquement, la performance va amener aux joueurs plus de notoriété, va amener plus d'argent,
va lui amener plus de contrats de communication ou de sponsoring. Donc il faut gérer ça, et c'est la complexité de notre sport, c'est qu'on est un sport où c'est le collectif par excellence, et on est dans un monde où c'est l'individualisme à outrance. Et donc là, il va falloir vraiment actionner différents leviers pour premièrement essayer d'optimiser l'individu, pour essayer de lui donner une plus-value et de l'améliorer de 20, 30, 40%. Et deuxièmement, après, qu'il rentre complètement dans un objectif commun, dans un objectif collectif, où sans les 14 autres, on n'est rien. Et donc être capable de donner son corps pour le copain d'à côté. Donc on est plein de paradoxes, et c'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport, qui est un sport de combat, mais un sport de combat collectif. Je pense on peut la récompenser de plusieurs manières. Si je prends l'exemple d'Elméris, on essaie de la récompenser du point de vue financier, évidemment, avec une dimension performance collective, performance individuelle qui pèse à peu près la moitié du potentiel de récompense. Mais aussi et surtout, évolution de carrière. On est une entreprise qui a une forte croissance, qui nous permet d'avoir des opportunités de carrière et de changement de poste très rapides. Les gens qui ont été performants en général se voient proposer les premiers les postes qui s'ouvrent. C'est un peu comme un chemin, un film, une aventure qu'on va vivre ensemble. On a atteint un résultat, on y est allé ensemble, on en a parlé, on a réfléchi à comment atteindre cet objectif. Et pour moi, la récompense de la performance, ça doit être encore quelque chose qui doit être vécu collectivement. Alors si je prends des exemples pour être extrêmement concret, ça peut être par exemple effectivement de partir ensemble quelque part, de découvrir un lieu, de partir en voyage, mais toujours comme une conclusion, quoi. Comme une conclusion à un épisode qui est collectif et qui est de dire on a réussi à faire quelque chose ensemble et on va aller ensemble maintenant savourer cette victoire. Bon, c'est évidemment lié, je pense, à mon passé de sportif. Je crois que là, il y a naturellement un transfert qui se fait, mais parce que c'est aussi l'homme que je suis et c'est mon mode de management et mon mode de gestion dans l'entreprise. Donc pour moi, récompenser la performance, c'est un petit peu comme au rugby, on avait nos voyages de fin d'année qu'on partait à travers le monde vivre des aventures collectives. Ben, là aussi, c'est souvent avec mes cadres de partir ensemble et d'aller vivre ensemble des aventures. Il y a deux problématiques quand tu es sélectionneur de l'équipe de France. Tu veux penser à demain parce qu'on a toujours maintenant un projet sur 4 ans. Moi, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre pour être le plus compétitif possible, pour être champion du monde en 2015 en Angleterre. Mais en tant que sélectionneur d'une équipe de France, tu n'as pas le droit de zapper un tournoi Destination et passer à travers. Donc il faut essayer de préparer l'avenir tout en assurant le présent, c'est-à-dire d'essayer d'encadrer des joueurs d'expérience avec des joueurs qu'on pense à gros potentiel, mais qui peuvent être les stars de demain. Et donc d'essayer de faire une osmose intelligence, un équilibre, un bon équilibre dans l'équipe, pour essayer d'assurer le présent, mais aussi de préparer le futur. Alors les objectifs pour 2012 sont des objectifs qui sont ambitieux, tout simplement parce qu'on est une entreprise aujourd'hui de 130 salariés, qu'on a la chance d'être sur un secteur qui est en croissance. Donc les objectifs de l'année 2012, ça sera la création de 3 nouvelles régions, 3 business units, donc 3 aventures, 3 aventures humaines, parce qu'il s'agit d'ouvrir des agences en France, donc de trouver des relais, des gens qui vont venir avec passion porter le maillot et les couleurs de l'entreprise. Donc ouverture de 3 agences, 130 collaborateurs, on vise cette année à dépasser les 150 collaborateurs. Donc c'est une année formidable qui se présente à nous, pleine d'envie, pleine de challenges, qui sera une année évidemment compliquée parce que le contexte n'est pas forcément très facile. Essentiellement en objectif professionnel. Elméris a connu une croissance assez rapide. 2012, on devrait revenir sur un trend de croissance supérieur à 40%. Donc ça, c'est un objectif d'entreprise très fort. Et puis nous sommes passés d'une histoire au cours des 10 dernières années où nous avions essentiellement la ligne d'offres prestations nature
On lance 2 lignes dématérialisation et services santé. Et là, on a la volonté de se positionner en leader en France et en Europe. Donc, ces objectifs, c'est de créer les conditions pour pouvoir réussir ce leadership. Merci. Oui, je veux juste dire aussi un petit mot. Je crois que dans la salle, il y a pas mal de managers et moi, c'est ma vie, c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Et il y a beaucoup de différents modes de management, mais pour moi, il y en a 2 qui sont importants. Premièrement, c'est d'être passionné et d'être passionné des gens, parce que si vous voulez que les gens vous suivent, il faut les aimer. Et deuxièmement, c'est l'exemplarité. Si on demande une grosse force de travail et que vous arrivez à 11h du matin, vous bâillez et que vous pensez au RTT, c'est difficile après que les mecs vous suivent. Comme on dit, tous à vos baïonnettes, si les mecs ils ont compris tous dans la camionnette, c'est pas bon. Donc pour être un bon manager, il faut être un vrai leader et que les mecs vous suivent derrière. Et pour ça, l'exemplarité doit être importante en même temps que la passion et l'amour des gens.